Bonjour à tous, merci de participer à ce webinaire qui, j'avoue, a un titre un petit peu provocateur. Ne pas substituer la ménopause, est-ce une faute ? Et en fait, l'idée était plutôt de repositionner le traitement hormonal de substitution dans notre pratique. Je pense que se connectent beaucoup de médecins traitants aussi, et donc c'est intéressant de refaire un petit peu le point ensemble de quand initier le traitement, de quand l'arrêter, si on doit l'arrêter d'une manière arbitraire ou pas. Et donc, c'était un petit peu l'occasion, comme on met un peu en lumière donc le centre de ménopause créé il y a 25 ans par le professeur Axel Pintio et en coordination avec le professeur Fouadard. Et donc, voilà, un centre qui fonctionne fort bien et qui a, je crois, finalement l'intérêt de proposer une prise en charge complète même. Alors, quels sont les symptômes finalement liés à l'âge et à la ménopause? C'est un petit rappel pour montrer que finalement la ménopause, c'est une période de la vie qui apparaît aux alentours de début de la cinquantaine et qui peut être définie par l'absence de règles pendant 1 an. Et donc, on voit que les premiers symptômes qui vont apparaître, c'est essentiellement les bouffées de chaleur. Ça, c'est vraiment le principal souci et la principale plainte des patientes, avec des troubles du sommeil liés à ces sudations nocturnes. Et du coup, quand on a des mauvaises nuits, on a des mauvaises journées et des changements d'humeur, de l'irritabilité peuvent arriver et les patientes peuvent être souvent plaintives par rapport à des troubles même de la mémoire, ce qu'on appelle le brain fog, qui est décrit dans les études comme étant vraiment des troubles de la mémoire ou des choses comme ça. Donc ensuite, la patiente peut décrire des sécheresses vaginales ayant comme conséquence des rapports sexuels qui peuvent être douloureux, donc une libido diminuée. On peut avoir également des troubles urinaires liés aussi à cette absence d'hormones et à l'atrophie cutanée, donc la sécheresse de peau. Mais c'est plus tard dans la vie en général, donc après quelques années de ménopause, que peuvent s'installer des symptômes plutôt liés alors à la santé, comme l'ostéoporose, l'athérosclérose, des maladies coronaires ou des maladies cérébrovasculaires, ainsi que beaucoup de plaintes comme de l'arthralgie, des tendinopathies, des douleurs articulaires. Alors évidemment, je pense que je ne vais convaincre personne et ce n'est pas le but ici. Je crois qu'on est tous convaincus que le traitement hormonal de substitution va améliorer tous ces points, que ce soit bien évidemment et assez vite sur le syndrome climatérique, donc ces fameuses bouffées de chaleur, sudation nocturne, sur les symptômes génito-urinaires d'atrophie, que ce soit vaginale ou vésicale, liées du coup à ces difficultés de sexualité que les patientes évoquent assez souvent dans notre pratique. Et on aura à long terme également une protection de l'os avec une aide au niveau musculaire et donc, comme on l'a dit, au niveau cognitif. Alors, pourquoi est-ce qu'on doit changer un petit peu notre pratique? Pourquoi est-ce qu'on doit réfléchir à l'âge des patientes et pourquoi nos attitudes vont-elles changer? Première question, pourquoi finalement à 65 ans, quand les patientes arrivent en consultation, on les a finalement encouragées à arrêter le traitement? Donc, soit leur médecin, soit parfois d'elles-mêmes, elles se sont dit « Ah ben non, c'est pas à 65 ans que j'arrête, docteur, mais pourquoi cet âge-là? Pourquoi ce chiffre clé-là qui n'a rien de magique, mais il est souvent considéré comme tel. Alors pourquoi? Peut-être qu'en fait, il est aussi lié, enfin maintenant ça a encore changé, mais c'était plus ou moins l'âge de la retraite, 65 ans. Mais on voit, et on le voit bien dans ces deux schémas ci-dessous, que l'espérance de vie de la femme ne fait que, et de l'homme aussi d'ailleurs, ne fait qu'augmenter. Et donc on voit bien qu'en Europe, essentiellement, dans les pays dits développés, eh bien on a une espérance de vie de plus en plus longue. Et donc même si la ménopause reste au même âge, aux alentours de la cinquantaine, début de la cinquantaine, la moyenne c'est plus ou moins 51 ans, eh bien la femme va continuer une grande partie, presque, j'exagère, mais presque la moitié de sa vie, enfin en tout cas une grande partie de sa vie, à gérer ça sans hormones. Et donc il y a quand même une bonne question à se poser par rapport à ça. Alors, est-ce qu'on doit le poursuivre au-delà de 65 ans finalement? En fait, la littérature ne nous donne que peu de données par rapport aux grandes études de cohortes et en comparaison avec des placebos. Il y en a peu de disponibles, permettant d'avoir des guidelines pour l'utilisation de ce traitement hormonal chez les femmes de plus de 65 ans. Mais en pratique, eh bien, les cliniciens, nous, en consultation, on rencontre souvent cette question et la question est vraiment posée de manière de plus en plus fréquente.
Alors, on a tous eu ou on peut avoir de plus en plus ce type de patiente. Finalement, ici, en l'occurrence, c'est une consoeur qui a 80 ans, qui est en excellente santé, très dynamique, et qui a eu une hystérectomie à 48 ans pour une pathologie bénigne et se sent très bien sous œstrogène seul, donc un œstradiol évidemment, oral, à 0,5 mg. Et à la dernière consultation, son gynéco refuse finalement, est assez catégorique et dit maintenant ça suffit, j'arrête de vous prescrire votre traitement et ne discute pas tellement d'autres alternatives. Et la patiente arrive en consultation en demandant de l'aide parce que depuis l'arrêt de son traitement, eh bien, elle a d'insurmontables bouffées de chaleur de nuit récurrentes, de sévères arthralgies qui se manifestent. Donc, comment finalement allez-vous prendre en charge cette patiente et que lui dire? Alors, pour répondre à cette question, c'est pas mal de reprendre un petit peu point par point les symptômes. Et donc, qu'en est-il finalement de la persistance des bouffées de chaleur? Eh bien, j'avais repris une étude ici qui date de 2011, mais qui est une grande étude de cohorte sur beaucoup de patientes et qui essayait d'un peu de mettre en évidence le temps finalement de durée de ces bouffées de chaleur. Et donc, sur cette grande cohorte, cet objectif principal de durée du syndrome climatérique avait étudié 578 patientes pendant au moins 14 ans. Et donc, on avait quand même comme conclusion que la durée moyenne des bouffées de chaleur sévères à modérées, donc c'est-à-dire elles sont quand même classées sur plus d'une dizaine par jour. Ce n'est pas une ou l'autre petite bouffée de chaleur, mais clairement une qualité de vie impactée d'une moyenne de 10,2 ans. Donc, une autre étude dans le JAMA en 2015 montrait également, étudiait cette durée des syndromes vasomoteurs après la transition de la ménopause, donc après l'installation de la ménopause, après 1 an d'arrêt des règles. Et donc, sur cette grande étude, il y avait quand même près de 1449 patientes qui avaient été inclus dans l'étude et qui avaient des bouffées de chaleur assez fréquentes. Et donc, dans les résultats finaux et les mesures de temps, eh bien, on se rendait compte en temps que le total de ces bouffées de chaleur était quand même vraiment très, très persistante en post-ménopause et qu'on pouvait avoir en moyenne plus de 7 ans de bouffées de chaleur après la ménopause. Donc, ne pas peut-être se tromper en disant « mais madame, c'est une passe, ça va durer 1 an et après ça ira ». On voit vraiment clairement que ça dure très longtemps. Alors, dans cette étude, les caractéristiques individuelles étaient quand même intéressantes à soulever parce qu'on pouvait se rendre compte aussi que la longue période de périménopause, donc cette période où les règles vont être irrégulières, où les patientes vont alterner des bouffées de chaleur avec des phases finalement de règles parfois importantes, avec des tensions mammaires, des choses comme ça, plus cette période est longue, plus les bouffées de chaleur plus tard vont durer. Et également des facteurs négatifs, plutôt alors liés à l'affect, avec des soucis émotionnels dans la vie de cette femme, lors des premières bouffées de chaleur, eh bien, c'est comme si elles allaient peut-être s'inscrire et être plus longues à traiter par après. Donc, au final, quand on est professionnel de santé, on devrait pouvoir conseiller et informer les patientes que ces bouffées de chaleur peuvent durer plus de 7 ans. Dans l'étude, qui est une étude américaine, on voyait que les patientes afro-américaines étaient par ailleurs plus touchées. Alors, il y a une étude du professeur Rosenberg, qui est par ailleurs secrétaire ici de la Société belge de ménopause, et qui avait été publiée en 2020 et qui avait envie d'étudier comment finalement les gynécologues travaillaient et ce qu'ils proposaient aux patientes. Et on voyait que dans cette étude rétrospective, 84% des gynécos instauraient un traitement hormonal chez une femme qui avait 52 ans pour des bouffées de chaleur. Par contre, lorsqu'elle présentait une ostéoporose, eh bien seulement 32% pensaient au traitement hormonal et avait plutôt tendance à penser à des traitements reminéralisateurs ou des biphosphonates, des choses comme ça. Par contre, quand la patiente avançait en âge et avait 62 ans, moins de la moitié des gynécos prescrivaient encore alors un traitement hormonal, mais seulement 14% y pensaient lors de l'ostéoporose. Là, à ce moment-là, dans cette situation, ils orientaient vers d'autres traitements spécifiques pour l'ostéoporose. Concernant le maintien du traitement hormonal, seulement 87% le faisaient pour des femmes de 62 ans qui avaient encore des bouffées de chaleur, et 52 ans le faisaient en expliquant que la ménopause était améliorée, l'ostéoporose était améliorée. Alors au fond, quand on reprend nos peurs finalement à nous, de quoi a-t-on peur? Du risque mammaire principalement, ou du risque cardiovasculaire également dans un second temps. Et donc les questions pertinentes qu'on doit se poser, c'est évidemment quelles vont être les durées de bouffées de chaleur, on vient d'en parler, quelle voie on va utiliser pour le traitement hormonal,
Donc, oral versus transdermique. Et alors, bien sûr, toujours avoir en tête la prévention de l'ostéoporose en interrogeant la patiente sur ses antécédents familiaux d'ostéoporose, sur la prise ou non d'une corticothérapie pendant sa vie pour de l'asthme ou des choses comme ça qui peuvent alors accélérer et accentuer l'installation plutôt d'une ostéoporose. Alors, pour le sein, on ne va pas refaire des choses trop lourdes, surtout sur le temps de midi, on a tous faim, mais on peut pas reprendre nos façons de fonctionner pour le traitement hormonal de la ménopause sans chaque fois reparler de cette grande étude WHI qui a clairement jeté un pavé dans la mare dans notre façon de travailler, qui était une étude de prévention primaire aux États-Unis en 2002, je pense, et qui avait montré, dès le début de l'étude, c'était une étude qui comparait des patientes qui prenaient un traitement hormonal, un bras des patientes prenait un œstrogène seul parce qu'elles avaient une hystérectomie, et l'autre bras prenait des œstrogènes associés à un progestatif. Et on a vu assez vite que le risque au niveau du sein augmentait avec les années, vous voyez ça au-dessus, et qu'après 5 ans, clairement, le risque était doublé. Et donc, c'est ce bras de l'étude a été clairement arrêté. Donc, les patients qui ne prenaient que des œstrogènes seuls. Alors, on a pu donc voir, ça c'est la même chose, mais avec un autre type de diagramme, on va dire qu'avec l'âge et le temps, eh bien, le taux et l'augmentation du cancer du sein avaient été vraiment clairement prouvés. Alors, une autre étude, par contre, française, d'Agnès Fournier, plus tard, en 2008, avait également fait une grande cohorte de patientes, 80 000 patientes, qui avaient pu avoir un follow-up assez long de 8 ans et qui pouvaient finalement prouver, et ça c'était une grande avancée pour nous, que tous les types de traitements hormonaux, on voit ma flèche, je ne sais pas si on la voit, non, que les différents types de traitements hormonaux, mais surtout le type de progestatif, et vous voyez sur les lettres un petit peu plus gris clair, que chez les patients qui prenaient de la progestérone naturelle, ou même une dihydrogestérone très proche de la progestérone naturelle, eh bien, le risque était clairement diminué. Donc ça, c'était vraiment important de le situer dans le débat. Alors, finalement, un fait important qu'on doit prendre en charge quand on prend une décision de traiter une patiente, c'est la densité mammaire. Donc ça, c'est la mammographie qui va finalement nous donner cette information, car on voit qu'il y a un lien entre le traitement hormonal de substitution, la densité mammaire et le risque de cancer du sein. Ça avait déjà été mis en évidence en 2018 dans cette étude qui montrait sur plus de 2000 patientes que 5% d'entre elles allaient développer un cancer du sein et que dans ces 5% d'entre elles, près de 35% utilisaient un traitement hormonal, mais que ces patientes-là avaient des seins extrêmement denses. Donc, c'était vraiment un lien de cause à effet qui a pu être quand même mis en évidence et qu'il faut finalement être attentif à cette densité qu'on appelle les BIRATS et que le sénologue va nous donner en nous donnant le protocole de la mammographie. Ça va de A à C. De A, les seins sont très graisseux et C ou D, les seins sont extrêmement denses, donc peu graisseux mais très glandulaires et donc nous devons nous méfier de ce type de densité mammaire-là avant de décider du traitement. Alors, qu'en est-il du risque cardiovasculaire? Parce que c'est vrai que les femmes, elles ont quand même peur du cancer du sein, mais il faut quand même savoir que la mortalité féminine des femmes, elle va être plutôt, après leur ménopause, plutôt de type cardiovasculaire, puisque ça, on le sait bien, je n'ai pas rappelé tous les intérêts des œstrogènes, mais les œstrogènes ont un risque protecteur au niveau du cœur. Donc, le risque d'infarctus de la femme va atteindre celui de l'homme au moment de sa ménopause, puisqu'elle ne sera plus protégée par ses œstrogènes. Mais quand on donne un traitement hormonal, du coup, quel est le risque cardiovasculaire? Décidément, on revient sur notre WHI, elle est incontournable lors de nos décisions. Et donc, on voit également qu'il y a un impact en termes de strokes, donc c'est tout ce qui est AVC et risque thrombotique quand on prend certains traitements hormonaux. Maintenant, il faut savoir que cette WHI a été fortement décriée avec le temps, puisqu'on s'est rendu compte que le type de patientes enrôlées dans ces études étaient des patientes qui avaient elles-mêmes un profil cardiovasculaire très mauvais, avec parfois des surpoids ou des antécédents elles-mêmes de thrombose et de phlébite, et que ce n'est pas tellement le type de cohorte qu'on utilise ici en Europe.
Mais on s'est rendu compte d'une chose importante, c'est que le temps d'initiation, donc le moment où on va décider d'introduire un traitement hormonal, c'est finalement ça le plus important. Et on voit que le temps après l'entrée en ménopause, plus les années passent, plus alors le risque, que ce soit avec ou sans progestatif associé, plus le risque de faire un problème cardiovasculaire au sens large existe. J'avais envie de reprendre une grande étude qu'on appelait l'étude ELITE et qui était une étude qui avait comparé, c'est Odis qui avait donc fait cette étude-là, le traitement hormonal au début ou bien plus tard dans la ménopause. Et cette grande étude avait eu pour but de mesurer l'épaisseur de l'intima finalement de l'artère carotide et de pouvoir comme ça sur plusieurs années vérifier si cette plaque finalement d'athérosclérose se développait chez ces patientes. Et on s'est rendu compte dans l'étude que bien sûr le fait d'instaurer un traitement hormonal sur des artères saines, donc très tôt dans la ménopause, puisque finalement on a aussi l'âge de ces artères, et bien donner une installation moins importante, un risque moins important au niveau de la post-ménopause de développer finalement des plaques d'athérosclérose. Alors, on a parlé plus tard en 2011 dans un article de la fenêtre d'opportunité. Ça, c'est finalement une notion qu'on aime bien, nous, en gynéco, quand on fait de la ménopause. C'est vraiment de comprendre qu'on peut réduire le risque de maladie coronaire et la mortalité totale, finalement, avec le traitement hormonal est fort dépendant de l'âge et du temps pendant lequel, finalement, on va le donner. Donc, cet article était assez rassurant à cette époque, finalement, pour dire que cette fenêtre d'opportunité était importante et d'instaurer le traitement hormonal dans les 6 ans qui suivaient l'entrée en ménopause et bien évidemment avant l'âge de 60 ans chez les patientes. À ce moment-là, on voyait que 5 à 10 ans après la ménopause des patientes, eh bien, ce qu'on pouvait calculer en termes de quality of life, donc c'était vraiment des scores qu'on donnait aux patients, eh bien, on avait clairement une augmentation de la qualité de vie de ces patients qui étaient qualifiés en termes de fatigue, de sommeil, de libido et de sexualité, d'épanouissement au travail. Il y a beaucoup de critères comme ça qui étaient étudiés et qui montraient vraiment une nette amélioration chez les patientes qui prenaient les traitements hormonaux. Alors ça, c'est encore plus ancien, finalement, c'est 2001, mais même déjà en 95, et j'aime bien la reprendre parce qu'on voit que ça prouve clairement, c'est une étude finalement faite sur les primates à l'époque, et qui montrait que le moment donc, où on introduisait le traitement hormonal confirmait bien que lorsque la patiente, ici en l'occurrence c'était des singes, avait une alimentation très saine, et donc on avait de base, théoriquement, des bonnes artères, qu'on pratiquait une ovariectomie chez ces sujets et qu'on en introduisait après le traitement hormonal, eh bien, on voyait qu'on avait vraiment une différence de diminution de la plaque d'athérosclérose une fois que les artères étaient saines. Par contre, si on les donnait chez des singes qui avaient été vraiment nourris avec des aliments très athérosclérogéniques, eh bien, on avait alors un mauvais effet sur la diminution de cette plaque. Alors, une autre information, je trouve importante à reprendre, c'est une pratique qu'on voit parfois encore un petit peu et qui est assez déconseillée, c'est lorsqu'on conseille aux patientes de faire un essai d'arrêt du traitement hormonal pour voir un petit peu comment elles se sentent. Arrêtez quelques mois, madame, et puis revenez si ça ne va pas. Ça, c'est quelque chose qui est assez déconseillé, puisque c'est quand on remet un traitement hormonal chez ces patientes que les risques vasculaires en termes de caillots, finalement de thrombose, peuvent arriver. Et cette étude de Mikola en Finlande montrait clairement qu'on évaluait ce risque de stroke après l'arrêt, donc discontinuation du traitement hormonal de substitution, et on voyait qu'il y avait alors un risque augmenté lorsqu'on proposait comme ça de manière annuelle, tiens, une fois par an, madame, comme vous avez au-delà de 65 ans, essayez peut-être d'arrêter et on verra, et si ça ne va pas, vous la reprenez. Donc ça, c'est une pratique qu'on essaye de ne plus faire.
Alors, que disent les grandes sociétés savantes finalement de cet âge d'arrêt de ménopause? Eh bien, dans l'American College, eux sont assez catégoriques par rapport à ce fait d'arrêter de manière arbitraire à 65 ans et recommandent d'arrêter finalement, de dire d'arrêter ce traitement hormonal à 65 ans et que chez la femme plus jeune, on peut clairement encourager également la prise d'œstrogènes qui doit être de toute manière bien individualisée sur base de chaque antécédent de patiente. Et donc l'anamnèse est fort importante, bien sûr, pour chaque fois établir une balance risque-bénéfice et des symptômes cliniques de la patiente. Alors, la North American Menopause Society est une grosse société qui nous donne beaucoup de recommandations aussi. Déjà en 2012, ils disaient que leur position était assez claire par rapport au traitement hormonal de substitution et que c'était finalement le meilleur traitement concernant les symptômes de la ménopause. J'ai décidé de ne pas repartir des traitements, de ne pas spécialement vous redire un petit peu tout ce qu'il existait, ni d'ailleurs ne pas non plus exclure, bien sûr, les phytothérapies et les thérapies plutôt naturelles. Je ne suis pas là pour dire que c'est ça qu'il faut absolument faire. Je crois qu'il y a de la place pour tout et qu'il faut vraiment discuter avec la patiente. Mais lorsque les symptômes de ménopause sont vraiment insurmontables, eh bien, il est prouvé que le traitement le plus efficace est la substitution hormonale et que pour maximiser, on va dire, la sécurité, il faut donc, d'après eux, instaurer le traitement hormonal de substitution dans les 10 ans de la ménopause. Nous, on est un petit peu plus strict en disant dans les 6 ans, ou chez les dames qui ont moins de 60 ans. Alors, comme on sait, donc, et ça ils leur disent, que les syndromes vasomoteurs vont persister pendant une moyenne presque de 7 ans, et que ça, c'est très important que les patientes soient au courant de ça. En 2017, c'était en 2012, en 2017, ils réaffirment leur position, ils renotent vraiment bien et ils redisent que c'est important de bien évaluer les risques, mais qu'il faut faire attention au type d'hormones qu'on donne. Donc, tout ce qui était utilisé pendant cette WHI, qui étaient des œstrogènes d'origine équin, très artificiels. Désormais, on travaille avec de l'œstrogène naturel, donc on appelle l'œstradiol, et bientôt, nous pourrons également travailler avec de E4, qui est l'estétrol, qui est un œstrogène encore finalement plus naturel puisqu'il est dérivé des œstrogènes fétaux. Il n'est pas encore disponible en ménopause, mais nous l'avons déjà en contraception. Concernant la dose, bien évidemment, l'idée est d'être dans les low doses le plus possible. On aime peut-être mieux faire up que faire down, donc on est mieux commencer par les dosages les plus faibles possibles pour pouvoir éventuellement monter dans les doses si la patiente ne se sent vraiment pas bien. Et dans la durée d'utilisation, il faut bien sûr, on vient d'en parler, ne plus être aussi strict qu'au début, on disait 5 ans, puisque les études de WHI étaient très, très tracassants après 5 ans. On a bien sûr continué cette étude et on a vu qu'il s'agissait vraiment de molécules qu'on n'utilisait pas chez nous en Belgique. Donc, on a encore, moi, quand j'étais jeune assistante, on nous a vraiment appris que c'était 5 ans et puis stop. Après, on a compris qu'on pouvait le laisser plus tard, mais on a décidé de l'arrêter à 65 ans. Et là, maintenant, encore une fois, on essaie un peu de casser cette habitude et de pouvoir, bien sûr, proposer à la patiente de le laisser en fonction de ses antécédents et de cette balance risque-bénéfice. En 2017, de nouveau, il continuait en expliquant que, et ça je viens de l'expliquer, que la balance risque-bénéfice est chaque fois à réévaluer tous les ans, tous les 2 ans avec la patiente, et que je pense que c'est important de bien parler de ce risque au niveau de l'os, quelque chose pour lequel on ne pense pas toujours non plus. Alors, voilà le take-home message. Je clôturerai doucement par cette impression que le traitement hormonal doit être pris pour de bonnes raisons. Je trouve que c'est fort important que la patiente presque ait le temps de ressentir ses symptômes pour lui proposer le traitement de ménopause au bon moment. Il n'y a rien de pire et je trouve que c'est vraiment un échec pour nous si on le met de manière trop rapide quand la patiente est encore dans une périménopause et que finalement
elle se sent très mal avec un traitement hormonal qui va se surajouter aux hormones qu'elle produit toujours, et c'est le meilleur moyen pour qu'elle arrête à tout jamais et qu'elle dise que les hormones, c'est pas pour elle. Donc, bien expliquer, ça prend du temps, ça prend presque une demi-heure, la première consultation en ménopause, pour vraiment bien lui expliquer les tenants, les aboutissants, cette fenêtre d'opportunité qu'elle a pour bien vivre plus tard sa ménopause et protéger son os, et bien expliquer, bien sûr, en expliquant toujours cette fameuse balance risque-bénéfice, et qu'il n'y a pas donc de limite arbitraire sur la durée d'utilisation. C'est pour ça que c'était assez provocateur de dire si c'était éthique ou pas, même carrément de ne pas traiter. Est-ce qu'on doit ne pas vraiment, de manière très importante, prendre le temps de cette consultation-là et de vraiment expliquer tout ce qui va se passer pour la patiente dans sa vie future, puisque, comme je le répète, à un moment donné de sa vie, ce ne sera plus possible de lui permettre les hormones. Donc, il faut quand même être très attentif à ça, qu'elle ne nous le reproche finalement pas. Et donc, est-ce éthique également de l'arrêter à un moment donné trop rapide? Je fais une petite dernière pub pour le site de la Société belge de ménopause, qui est un site en ligne forcément, et donc vous pouvez y aller. Il y a beaucoup de liens avec des études et des recommandations que nous allons d'ailleurs bientôt mettre à jour, mais elles restent fort identiques. Donc ça, vous pouvez vraiment vous loguer. Il y a beaucoup d'infos importantes ainsi que les colloques qu'on organise. Et donc je vous remercie pour votre attention. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Je ne sais pas où on les voit. Merci beaucoup pour votre exposé, Dr Firket, très intéressant. Donc peut-être en attendant que les premières questions arrivent, rappelez du coup que ça fait 25 ans que le centre existe, donc peut-être un petit mot sur le centre qui donc fonctionne de manière multidisciplinaire. Oui, donc comme on l'a dit et comme on l'a expliqué, donc c'est un centre qui est sur le site du Laveu de la Citadelle, et qui donc permet en une demi-journée de prendre en charge finalement une patiente qui souhaite un bilan pour sa ménopause. Même si cette dame est suivie par son gynécologue à l'extérieur, il n'y a aucun souci pour qu'on puisse faire un point avec nos scénologues qui sont disponibles pour la mammographie et l'échographie si elle est nécessaire. La densité osseuse sera interprétée par nos rhumatologues, notre équipe de 4 rhumatologues, qui vont également donc pouvoir statuer de l'ostéopénie débutante ou d'une ostéoporose déjà installée. On est parfois très surpris de déjà voir une ostéoporose installée chez ces patientes. Bien sûr, discuter des arthropathies, des tendinopathies, et de prendre vraiment en charge cet aspect, de bien expliquer à la patiente que le calcium, la vitamine D font partie, après la ménopause, des compléments alimentaires vraiment de base est très important. L'aspect donc rhumato est très important. Nous avons également la possibilité de parler, et ça c'est vrai que j'en ai pas parlé parce que ça ne concerne pas tellement le traitement, mais de la physiothérapie que nous pouvons proposer. Donc le bilan du périnée proposé par nos physiothérapeutes en collaboration avec les kinés du centre, puisque bien sûr, c'est un peu hors sujet, mais tout le risque au niveau incontinence, prolapsus ou difficultés au niveau des relations parce qu'on a un problème périnéal est également bien pris en charge par notre équipe. Nous avons également une possibilité d'offrir, si c'est souhaité, une prise ou en tout cas un contact avec notre psychologue, sexologue, pour débattre un petit peu aussi des problèmes liés à ce changement de vie à la cinquantaine, où on doit toujours être en forme au boulot malgré le fait qu'on ne dorme pas beaucoup, avec les bouffées de chaleur, avec les troubles de l'humeur, ce genre de choses, s'occuper de ses enfants, de ses petits-enfants, parfois des parents vieillissants, placés ou non d'ailleurs. Donc c'est une période de la vie, je trouve, qui est fort importante, et on a autant on a beaucoup on plaint peut-être, en tout cas, on est très, très attentif à une femme enceinte qui a beaucoup de soucis, etc. Au boulot, on a aussi pour des dames qui ont des douleurs de règles, etc. Mais je trouve qu'on a très peu de regard sur ces femmes qui vivent cette transition parfois difficile et qui est un petit peu tabou toujours. Et donc voilà, notre psychologue nous aide beaucoup aussi pour ça. Et nous avons la chance d'avoir maintenant de manière beaucoup plus présente aussi une diététicienne, car les problèmes de poids restent un souci quand même aussi majeur pour la patiente dans cette période de vie, avec une prise complète aussi d'une prise de sang, évaluant la glycémie, la thyroïde. On peut proposer tout ça dans le centre de ménopause. On a quelques questions qui nous sont parvenues. Voilà. Donc, bonjour Marie, c'est une collègue gynéco. Pour une patiente asymptomatique, sans bouffée de chaleur, sans ostéoporose, sans facteur de risque au moment de la ménopause,
Est-ce toujours une recommandation de ne pas la traiter? Ça, c'est une grande question. Les recommandations, elles sont toujours de traiter des symptômes, puisque la ménopause n'est pas une maladie, au fond, bien sûr. Et donc, normalement, les recommandations, c'est de pas spécialement traiter cette patiente. Maintenant, donc, je pense qu'on doit, dans cette consultation-là, bien lui expliquer les enjeux et finalement lui expliquer que le suivi va être bien rapproché dès le début et qu'à un moment donné, on peut ne pas la traiter au début, et puis si les symptômes apparaissent, parce que ce n'est pas toujours lors d'une consultation, mais même si nous, on est convaincus évidemment que le traitement hormonal va être positif, beaucoup de patientes, n'en souhaitent pas, n'en ont absolument pas besoin, mais je crois qu'il faut en effet bien être attentif que ça peut arriver encore plus tard dans le début de sa ménopause. Donc a priori, non, on ne la traite pas si elle n'est pas symptomatique. Madame Chession, bonjour. Préférez-vous un THS péros ou transdermique? Alors, c'est vrai qu'on a l'information que le traitement hormonal transdermique, donc les œstrogènes par voie transdermique ou bien par patch, par crème ou par patch, vont avoir beaucoup moins d'influence puisqu'il n'y a pas de premier passage hépatique et donc on n'aura pas de risque au niveau de la coagulation, de cascade de coagulation, et que c'était fort notre gold standard. Mais on s'est rendu compte aussi que les œstrogènes oraux comme l'œstradiol, malgré tout, influençaient quand même très très peu cette cascade de coagulation et ce risque au niveau du profil lipidique. Et donc, chez la femme jeune qui entre en ménopause, ça ne me pose vraiment aucun problème d'utiliser un traitement péros. D'ailleurs, souvent, elles sont peut-être plus confortables si elles voyagent, etc., d'avoir plutôt un comprimé à prendre qu'un gel qui ne passe pas parfois les bagages cabine. On a parfois le cas. Hein. Et donc, du coup, alors là, j'insiste très fort pour avoir, bien sûr, bien en tête qu'on parle souvent de l'œstrogène, parce qu'il n'y a que lui qui est en transcutané, mais la progestérone naturelle est vraiment le gold standard donc, dans les combinés péros. Alors, bonjour Mme Rigaud, sa question c'est si j'ai bien compris, il n'y a pas donc d'intérêt à donner un THS si pas de plainte, c'est un petit peu la même question que Marie, donc pas de bouffée de chaleur, pas de troubles du sommeil, ou est-ce que quand même intéressant du point de vue de la santé générale, osseuse ou autre? Donc voilà, c'est une prise en charge complète dont je viens de parler finalement. Alors, patiente asymptomatique, pas de risque, mais début d'ostéoporose, jusqu'à quel âge commencer le traitement? Voilà, donc ça, c'est vraiment ce qui ressort des études. Les 6 premières années. Maintenant, c'est parfois difficile de donner la date exacte d'entrée en ménopause. Donc, il ne faut pas dire « Ah, madame, voilà, ça fait 6 ans, c'est fini ». Encore une fois, il faut un bon profil vasculaire de la patiente et il faut qu'on ne soit quand même pas trop tard dans le temps. Donc, je crois qu'il faut garder en tête 5-6 ans à partir du moment où vraiment la ménopause est actée. Pas les règles encore éparses. Là, je pense qu'on ne sait pas encore une ménopause. Vraiment, après l'année complète sans règles, avec une prise de sang hormonale ou non, parce que finalement, la clinique est pour moi plus importante. C'est à partir de ce moment-là qu'on peut vraiment, bien dans le dossier, décider si on donne ou pas. Alors, le docteur Kay, donc, qui est un de nos rhumatologues du centre de ménopause, insiste également, oui, et ça c'est vrai, sur l'importance de l'activité physique régulière pour renforcer le squelette et pour limiter au maximum, tu as raison Olivier, les phénomènes douloureux et musculotendineux de la ménopause. On ne le dit jamais assez, que les patientes ont tendance à être beaucoup trop sédentaires et à maintenant, peut-être parfois sur base d'une fatigue, hein, on est d'accord, mais ralentir leur rythme ou en tout cas plus avoir envie de bouger. Et nous, on doit vraiment faire du coaching pour clairement bouger. Merci Olivier. Une autre question, préconisez-vous la réalisation systématique d'une densité osseuse chez les femmes ménopausées? Sinon, quelles indications? Mais la densité osseuse, c'est à peu près notre seul outil pour pouvoir vraiment statuer de quelle est la base finalement osseuse, je vais dire comme ça, de nos patientes quand elles entrent en ménopause, puisqu'on sait qu'à partir du moment où elles vont l'être, l'os va être fragilisé puisqu'elles ne recevront plus d'œstrogènes naturels, d'autant plus si elles ne sont pas supplémentées. Et donc, il faut avoir quand même cette densité, en effet, pour moi, de début, pour pouvoir la suivre. Si l'os est en béton et qu'il n'y a pas de souci, on peut alors bien sûr les espacer, mais je crois que c'est important de bien la prévoir dès le départ, avoir une bonne anamnèse sur les antécédents de la patiente, si elles ont été soumises à des corticothérapies, des choses comme ça, ou si surtout il y a des antécédents d'ostéoporose familiale. Maintenant, il y a beaucoup à dire et on pourrait aussi en discuter avec nos rhumatologues. Hein.
Alors, chez les patientes qui présentent beaucoup de bouffées de chaleur en périménopause, peuvent-elles quand même bénéficier d'un THS? Si oui, en discontinu. C'est vrai qu'on n'a pas parlé vraiment du traitement hormonal de substitution et de l'idée que on se rend compte, enfin les études plutôt nous montrent que faire une pause d'une semaine ou de quelques jours du traitement hormonal reste quand même assez recommandé par rapport au sein. Mais c'est vrai que dans la pratique, si les patientes sont pas bien pendant la semaine d'arrêt et qu'elles redémarrent des bouffées de chaleur, on peut quand même leur dire de continuer. Mais alors, concernant la périménopause, c'est une toute autre prise en charge qui nécessite vraiment toute une explication. Mais on ne doit jamais démarrer un traitement hormonal de substitution quand la patiente n'est pas encore totalement ménopausée. En périménopause, on a encore besoin la plupart du temps d'une contraception. Donc, ce n'est pas du tout le même type d'hormone qu'on utilise. Et ça, c'est vraiment un débat beaucoup plus long. Mais il faut autre chose qu'un traitement hormonal de substitution en périménopause. Si elles ont déjà beaucoup de bouffées de chaleur, il existe des traitements qui vont bloquer l'ovaire, puisque l'ovaire doit encore être freiné, l'axe n'est pas encore freiné, mais qui propose déjà dans le combiné un œstrogène naturel de type œstradiol ou déjà estétrol E4 dans certains types de pilules, donc qui peuvent être proposés à ce moment-là de la vie. Là, alors, on est souvent entre 45 et 52, 53 ans. Voilà, je pense que on est un petit peu doucement au bout des questions. S'il n'y a plus de questions, de toute façon, le webinaire sera mis à disposition en replay sur la plateforme Citadoc de la Citadelle. Donc voilà, n'hésitez pas. Et si même vous avez d'autres questions, le docteur Firket. Vous pouvez toujours envoyer des mails aussi à mon mail privé. Ah, il y a encore une question concernant des Mirena, oui. Mirena avec œstrogel, pour moi, c'est une très bonne façon de passer les caps de la périménopause et d'entrer dans une ménopause en laissant le Mirena. Je rappelle que le Mirena, désormais, est passé à 8 ans et plus à 5 ans. Donc, quand on le place au milieu de la quarantaine ou dans la quarantaine, il peut vraiment nous aider à accompagner notre patiente vers sa ménopause en évitant le développement de pathologies internes bénignes comme les polypes, les fibromes qui sont souvent présents, qui arrivent dans cette période-là de la vie. Donc, les stérilés hormonaux, oui, c'est un très bon plan. Pour la petite question, pour les points d'accréditation, oui, effectivement, la demande a été acceptée. Donc, nous, notre logiciel permet de tracer, on va dire, qui a suivi. Donc, je les enregistrerai également cette semaine. Donc, pas de problème à ce niveau-là. Merci à tous.